Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Camerounais des villes, des villages et des campagnes, nos cœurs battent aujourd'hui ensemble d'un même rythme. Notre drapeau national flotte partout au vent de notre joie. Vive la liberté, vive le Cameroun indépendant. Autrefois tu vécus dans la barbarie, comme un soleil qui commence à paraître, peu à peu tu sors de... Ce 1er janvier 1960, le Cameroun est le premier État des 17 territoires africains qui vont accéder à l'indépendance au cours de l'année. Mais il est le seul pays à avoir obtenu sa souveraineté internationale au prix du sang, au prix d'une forte lutte de libération face au pouvoir colonial français sans état d'âme. Avec les métaux de choc importés d'Algérie, les principaux leaders nationalistes ont été soit tués, comme Ruben Oumniobé, le leader de l'Union des populations du Cameroun, pourchassés et sauvagement abattus dans la forêt de la région Bassa, soit ont été obligés de quitter le territoire. Pierre Mesmer, le haut-commissaire français au Cameroun, dira d'ailleurs à ce propos: « Nous avons accordé l'indépendance au Cameroun à ceux qui le demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui l'a demandé avec le plus d'intransigeance. » Un aveu qui illustre les difficultés auxquelles les nouvelles autorités, mais également les populations, vont être très rapidement confrontées malgré les nombreuses fêtes organisées pour ce 1er janvier 1960 et dans les jours qui vont suivre. Le jeune Amadou Ahidjo, choisi par Paris pour devenir le premier président de la République, hérite d'un territoire en pleine déliquescence, où la rébellion conteste avec force ce pouvoir perçu comme le prolongement de la domination française. C'est en fait le début d'une lutte qui va déchirer la jeune nation. Ce n'est pas tout. Ce 1er janvier 1960, aspect souvent oublié, c'est la partie francophone dite Cameroun oriental qui accède à l'indépendance, pas l'autre partie. Il faudra attendre 1 an après un référendum pour que la partie dite anglophone ou Cameroun occidental ou encore Cameroun britannique, confiée par les Nations Unies à la Grande-Bretagne après la défaite de l'Allemagne nazie, soit rattachée à elle pour former ce qui va devenir la République fédérale du Cameroun. 60 ans après, quel bilan? Qu'est devenu le Cameroun? Quelle trajectoire a-t-il connue? Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat africain spécial indépendance qui nous conduira tout au long de cette année 2020 dans les 13 pays francophones, plus le Nigeria, qui célèbrent leur 60e anniversaire d'autonomie internationale. Occasion pour nous, à chaque date anniversaire, de dresser un bilan sans concession, mais sans condescendance de toutes ces années. Aujourd'hui, le Cameroun. Avec sur ce plateau installé à Douala, la capitale économique, plusieurs invités, plusieurs personnalités. D'abord, Henriette Ekoué, journaliste et analyste politique. Bonjour Henriette Ekoué. Bonjour Alain Foucault. Merci d'être là. C'est un plaisir d'être ici. Second invité de ce plateau, Éric Tchundjé, journaliste, ancien directeur de l'information de la CRTV, la télévision nationale camerounaise, fonction qu'il a quittée pour occuper celle de directeur de la communication de la Banque mondiale, puis de directeur de la communication de la BAD, avant de rejoindre la fondation Mo Ibrahim, où il a été le directeur de la communication et conseiller du président Mo. Bonjour Éric Tchundjé. Bonjour. Et merci d'être là. Merci, grand plaisir. Notre troisième invité est un universitaire, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, professeur à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, l'IRIC, auteur prolifique qui a publié de nombreux ouvrages politiques. Je pense qu'il est certainement l'un des plus prolifiques de notre pays. Merci d'être là, Jean-Emmanuel Pondy. Merci pour l'invitation à l'avocat. Notre quatrième invité, Maître Emmanuel Achou, est un avocat, président national de Reform Party. Bonjour, Maître Emmanuel Achou. Bonjour Alain, bonjour téléspectateurs. Merci d'être là. Alors, comme on le faisait remarquer tantôt, le Cameroun, contrairement aux autres nations, accède à l'indépendance avec déjà sur son territoire une forte lutte nationaliste qui ne reconnaît pas cette souveraineté accordée à ceux qui la demandaient le plus. Le pays va être secoué par une violente lutte entre les nationalistes et le nouveau régime appuyé et armé par la France. 60 ans après, cette question nationaliste a-t-elle été résolue, Henriette Ekoué? Avez-vous le sentiment que cette guerre d'indépendance est terminée dans ce pays? La guerre
on a réussi à ne pas prolonger cette guerre. Il faut dire que notre pays, comme beaucoup de pays africains, on a été un peu victime de la guerre froide. Et la guerre froide a instauré chez nous des dictatures féroces qui ne supportaient pas de contestation au motif que avoir chez nous, dans ces pays africains-là qui ont accédé à l'indépendance, avoir une opposition, c'est un peu donner au monde. Mais pourquoi la guerre froide? communiste. Puisque quand on regarde, avant que la guerre froide ne rentre vraiment en Afrique, les pays francophones avaient déjà adopté un régime qui était à parti unique. Oui, on a adopté un régime à parti unique, mais sur instigation des politologues français. Parce que quand on dit qu'un peuple, un drapeau, un chef, c'est pour leur dire qu'il ne faut pas beaucoup de têtes parce que ça sera difficile à gérer, mais avoir des partis uniques, plus facile à gérer. Et c'est pour ça que je dis que nos indépendances ont payé très cher la guerre froide parce qu'on n'a pas eu droit au développement comme on aurait voulu. Nous n'avons pas eu droit à la démocratie comme nous l'aurions voulu. Alors, revenons au cas du Cameroun et j'ai envie de reformuler ma question. Oui. Au début, on a déjà un pays divisé Oui. par cette rébellion qui va être matée dans le sang, dans la violence. On en parle régulièrement dans les journaux. 60 ans après, cette question a-t-elle été résolue? La question de... La question des nationalismes. La question des nationalismes n'a pas tout à fait été résolue pour la simple raison, et c'est pour ça que le Cameroun accède à l'indépendance le 1er janvier. Pourquoi? Parce que nous, on est allé chercher notre indépendance à l'ONU, à la 4e commission des pays sous Puisque le tutelle. Cameroun n'était pas une colonie, Voilà. il était sous mandat. Et donc, la France se préparait donc à donner l'indépendance aux pays africains. Et donc, nous, qui étions pupilles de l'ONU et qui avons revendiqué notre indépendance, d'abord à l'ONU, parce que les Français, on n'était pas avec eux. On y allait parce qu'on était pupilles de l'ONU. Et donc, il fallait donner l'indépendance au Cameroun, qui a revendiqué en premier l'indépendance et les autres Qui a suivi. revendiqué avec force. Avec beaucoup de force et avec une lutte armée, ça c'est vrai. Une grande lutte armée qui a fait des millions de morts. Oui. Alors, j'ai envie de me tourner vers Jean-Emmanuel Pondy. Oui. La rébellion a été matée avec violence, beaucoup de violence, il y a eu des centaines de milliers de morts, les chiffres divergent sur la question. 60 ans après, est-ce qu'il y a des séquelles ou est-ce que c'est oublié? Non, je crois que ça ne peut pas être oublié. Et je pense qu'il n'est même pas bon qu'on veuille oublier un passé en tentant de l'enfouir dans les mémoires comme si ça n'avait jamais existé. Je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut faire ressortir cette histoire pour justement faire en sorte que nous ne fassions pas les mêmes erreurs pour le futur. Mais on ne peut pas changer une histoire qui a déjà eu lieu. On ne peut pas nier des faits qui se sont passés. Et je pense qu'il faut plutôt se pencher dessus pour tirer les leçons. Alors, y a-t-il des séquelles aujourd'hui? Oui, je crois qu'il y en a. Je crois que l'une des séquelles qu'on remarque, c'est qu'il nous reste encore à écrire notre vraie histoire. On ne peut pas se contenter des bribes qui sont écrites par des personnes qui ne sont pas toujours de bonne foi. Mais qui empêche d'écrire cette histoire? Justement, tout à l'heure, Henriette a parlé de... D'abord, le Cameroun n'est pas un pays francophone, le Cameroun n'est pas un pays anglophone, le Cameroun est les deux à la fois. Je crois que c'est très important. Et quand nous parlons du 1er janvier 1960, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'introduction, c'est le Cameroun oriental dont il s'agit. Parce que la totalité, c'est bien le 1er octobre 1961. Alors, un an plus tard. ce qu'on appelle les indépendances, ou bien l'indépendance du Cameroun, c'est quoi exactement? C'est une chose, c'est la levée des accords de tutelle par l'ONU. C'est tout. Donc, ici, au Cameroun, ce n'est pas les autorités françaises, ou plus tard les autorités anglaises, qui ont prononcé l'indépendance du Cameroun. Pas du tout. C'est un mécanisme onusien. Ça veut donc dire qu'on avait une particularité qu'il convient de replacer au centre. Mais dans le même temps, celui qui était à la manœuvre, même si on était les pupilles des Nations Unies, celui qui était à la manœuvre, c'était l'État français dans la partie orientale. C'est ce qu'on a tenté de faire. Mais je dis en violant les textes. Qui a violé les textes? La France d'une part et la Grande-Bretagne d'autre part.
Donc je crois qu'il faut, quand on parle de l'histoire, il faut restituer ces faits. C'était en violation du mandat qui leur avait été donné, qui était de nous amener vers l'autodétermination, puis l'indépendance. C'était ça le mandat des deux, c'est-à-dire à la fois Paris et Londres. Il suffit de lire les accords de tutelle, on n'invente rien du tout. Donc une fois qu'on a établi cela, maintenant on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Le Cameroun est l'un des rares pays, enfin le peuple camerounais d'une manière générale. Il y avait Madagascar, il y avait l'Algérie, il y avait le Cameroun, qui ont pris des armes contre l'armée française. Ça aussi c'est un fait historique. On ne peut pas le nier puisqu'il y a des morts dans la plupart des villages. Et il ne s'agit pas on des les villages appelait du nom de maquisards, pour ne pas dire des nationalités. qui relèvent en fait de l'histoire de la France. Parce que ce nom est attaché à l'histoire de la France et non de celle du Cameroun, ce nom de maquisard. Donc, je crois qu'il est important aussi de dire que, à partir du moment où il y a eu des morts, ces morts n'étaient pas dans une seule contrée. Ce n'était pas en pays Bamileke et en pays Bassa seulement. Ceux qui ont demandé l'indépendance étaient dans toutes les régions du Cameroun. Quand on parle de remettre l'histoire à l'endroit, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas falsifier l'histoire. Ça ne sert personne. Et ça nous ramène en fait dans des débats qui sont des débats qui ne nous servent pas beaucoup. Alors, on a dit, c'est un an après, un peu plus d'un an après que l'autre partie, la partie anglophone, va être rattachée au Cameroun pour devenir la République fédérale du Cameroun. 60 ans après, on dira plutôt 59 ans après pour la partie anglophone, finalement. Quel résumé? Est-ce que la situation actuelle avec la crise en zone anglophone fait regretter d'être entré dans cet ensemble, dans cette fédération, Éric Tchidji? Oui, enfin, d'abord, il faut savoir ce qu'on célèbre aujourd'hui. Est-ce que c'est le Cameroun? Et de quel Cameroun s'agit-il? Et de l'indépendance de quoi? De la République fédérale du Cameroun, ce que c'est devenu en 84, ou la République fédérale du Cameroun, qui doit se célébrer en octobre de l'année prochaine. Voilà, tout à fait. Donc, ça dit que ça fera 60 ans l'année prochaine. Donc, c'est pas clair ce qu'on célèbre. Et le drame, c'est que nous voulons célébrer en pleine crise, en pleine guerre civile. Il y a une guerre civile au Cameroun aujourd'hui. De ce Cameroun-là dont on parle, il y a une guerre civile. Alors, on va célébrer quoi? La guerre civile. Puisqu'on a commencé d'ailleurs, la République du Cameroun a commencé en pleine guerre aussi. Alors, qu'est-ce que nous célébrons? Justement, c'est ça la question. C'est-à-dire, on dit la République du Cameroun, 1er janvier 60, est en guerre, de toute façon. Quand on annonce cette indépendance. La partie anglophone n'y est même pas encore, mais il est déjà en guerre. 60 ans après, pour vous, on est encore en guerre. Il y a une guerre civile, c'est clair. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème, je ne crois pas que nous pouvons célébrer ou parler d'un Cameroun. Nous n'avons... L'identité de ce Cameroun n'est pas claire. Certainement pas pour moi, l'anglophone que je suis. Donc, il vous va vous sentez falloir... pas concerné par ça? Enfin, je suis un Camerounais. Je me sens Camerounais dans le sang. Je veux bien célébrer quelque chose, mais pas la situation actuelle et pas 60 ans. Je ne peux pas parler de 60 ans. J'étais déjà né d'ailleurs, donc c'est de quoi je parle. Maître Emmanuel Achou, vous aussi, vous êtes anglophone. Ces 60 ans, ça vous parle? Est-ce que vous vous concernez par ce que vous sentez concerné par ce Cameroun que l'on évoque et dont on célèbre les 60 ans d'anniversaire? Oui, vous voyez, le Cameroun est un pays atypique, qui a eu une histoire atypique, parce que les Nations Unies ont donné le Cameroun à la fois aux Français et aux Anglais comme territoire sous tutelle. Mais au lendemain de la défaite de l'Allemagne. Les Français en ont transformé en colonie, ils l'ont géré en colonie, et c'est cette ingérence, cette mauvaise politique française qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Quand vous parlez d'indépendance, je ne vois pas d'indépendance. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, le Cameroun se cherche. Nous sommes à la recherche de notre indépendance. Le côté francophone qui a eu l'indépendance le 1er janvier 1960, vous n'avez pas mentionné qu'avant cette indépendance, la France a fait signer au président Amadou Ahidjo des accords de coopération qui lui ont arraché tout. Ahidjo n'avait pas la maîtrise ni de l'administration, ni de l'économie du Cameroun. Ces accords viennent
vient de connaître l'expiration le 26 décembre. Alors, ce n'est pas un secret. Les nominations se feraient chez elle depuis Paris. Le franc CFA, c'est depuis Paris. Et maintenant, le côté anglophone, quand il est entré aussi en jeu, les accords qu'on devait avoir pour concrétiser l'union n'ont jamais été faits. La résolution 1608 des Nations Unies qui avait prescrit l'accord d'union, en appelant son article 5, n'a jamais été mis en application. Et c'est pour cela, parce que les Français voulaient à tout prix mettre la main sur le pétrole à Limbe. Ils ont pris ce territoire, ils ont évité l'accord d'union, ils ont fait signer par le président Amadou Ahidjo, par décret, une constitution fédérale qui a été plutôt transformée et plus tard transformée en République unie. Maintenant, nous sommes rentrés à la République du Cameroun. Alors, regardons donc. La base juridique, c'est quoi? En tant que Camerounais, je me reconnais de quel Cameroun? Oui, mais vous vous reconnaissez comme un Camerounais. Attendez, depuis combien de temps est-ce que le Cameroun a célébré son indépendance? Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce qu'un jour dans ce pays, on a célébré le 1er janvier? C'est fini. Ou le 1er octobre? C'est On vrai. n'a jamais célébré. Jamais. Et c'est pour cela que je dis que le Cameroun se cherche aujourd'hui. Se cherche. Voilà la preuve. La preuve, c'est qu'on est en pleine guerre civile qui est provoquée par le fait que les Camerounais se sont rendus compte qu'en fait, cette manipulation étrangère ne sert pas des intérêts des Camerounais. Ça sert plutôt l'intérêt des étrangers. Mais on a envie de dire, quand on écoute, parce que la complainte en permanence, on a compris ça souvent, on a envie de dire, 60 ans après, on ne peut pas toujours se plaindre des mêmes choses qui se sont passées en 1960. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part notre responsabilité que l'on fuit aussi, Éric Tchundje? Est-ce qu'on va passer le temps à ne parler que de ce que les anciens maîtres ont fait? Qu'avons-nous fait pendant ces 60 ans? Non, mais c'est pour ça qu'il faut que les Camerounais se retrouvent autour d'une table, s'il le faut, mais que les Camerounais puissent parler de leur pays, de cette recherche d'identité. C'est qui est Camerounais? En quoi, n'est-ce pas, devient-il Camerounais? Donc, mais on n'a pas eu le droit à cette rencontre, à ce débat. On a parlé d'un grand dialogue national. Mais vous étiez à ce dialogue national. Non, on était à un dialogue pour amener la paix. Il y a quelques mois, pour ramener la paix au Cameroun, pour commencer à résoudre les problèmes qui se posent à ce pays. C'est une chose louable et importante. Mais malheureusement, nous n'avons pas le courage de notre politique, malheureusement. Mais comment expliquer qu'une question qui s'est posée déjà à l'indépendance, 60 ans après, on y soit encore en plein, totalement, que jusqu'à maintenant, l'unité nationale que prônait Ahidjo, le premier président, soit toujours factice, finalement? Non, Henri Tekoué. Notre histoire est tellement... moi, je dirais que c'est une histoire glorieuse. Depuis le 19e siècle, les Camerounais se sont battus pour bâtir une nation. Et ce qui s'est passé à l'indépendance, ça a été que on ne peut pas donner l'indépendance à ceux qui se sont battus, contrairement aux autres pays. C'est quand même singulier le fait que les combattants de la liberté n'aient pas accédé au pouvoir et qu'on les ait massacrés. Bon, alors, là-dedans, oui, c'est dit. Sauf que la France-Afrique a laissé beaucoup de traces. Quand le président Ahidjo fait un coup d'État, parce que pour les UP6, c'était considéré comme un coup d'État constitutionnel, en barrant, en interdisant le fédéralisme, alors que nous n'avions même pas encore bien vécu les accords de Fumban. Donc, c'est une volonté de la France-Afrique de dire que nous ne pouvons pas aller à l'exploitation du pétrole avec des francophones têtus qui vont réclamer, des anglophones, pardon, qui vont réclamer une part de l'argent du pétrole. Voilà pourquoi, au moment où l'exploitation du pétrole prend son ampleur, son envergure, on décide que non, c'est fini la République fédérale et on a laissé beaucoup de traces. C'est pour ça qu'on ne peut pas en parler quand on n'a pas recousu ce tissu qui a été déchiré. Mais aujourd'hui, la volonté de tous les Camerounais, quel que soit leur âge, quelle que soit
leurs opinions. C'est de dire, il est temps, après 50 ans, 60 ans d'indépendance, c'est quand même terrible, 60 ans d'indépendance, qu'on se retrouve entre nous et qu'on parle entre nous. Et le mépris qu'on a affiché vis-à-vis des francophones, vis-à-vis des anglophones. des anglophones, était aussi le fruit de la pression de la France. Je vais vous rappeler quelque chose. Moi j'ai envie de dire, on ne peut pas en permanence faire le procès de la France dans cette aventure lorsque on sait que le Cameroun n'est pas le seul pays que la France ait colonisé. On a eu des pays en Inde, en Asie, on a eu des pays dans d'autres régions du monde qui ont connu la même colonisation mais qui se sont développés. Hein? Oui, mais on n'a jamais été colonisé. Oui, mais dans le même temps, c'est encore pire. C'est-à-dire, si on n'a pas été colonisé, on ne se plaint que de la France pendant que les autres évoluent. Est-ce qu'on ne fuit pas notre responsabilité? Non, je vais vous rappeler, par exemple, que je vous le dise, quand en 92, on a une élection présidentielle qui s'est passée comme on le sait, la France dit clairement qu'on ne peut pas laisser au Cameroun un dirigeant francophone, anglophone, pardon. Alors qu'il a été plébiscité, mais on a dit jamais, un francophone dit jamais, c'est-à-dire John Frundi. Donc, l'histoire est là, on va recoudre les morceaux. On recoudre les morceaux, mais on a du mal, visiblement, à recoudre les morceaux pendant 60 ans. Ça fait quand même beaucoup. Jean-Emmanuel Pondy. D'abord, je crois qu'il y a l'histoire telle qu'elle est apparue dans les livres, un peu rafistolée ici et là, mais il y a quand même la vraie histoire aussi du Cameroun qu'a bâti le peuple camerounais. Je pense qu'il est bon de revenir sur l'unité du peuple camerounais qui a été une réalité. Parce que sinon, on n'en serait même pas là aujourd'hui. Moi, je pars du traité de Versailles de 1919, le 28 juin 1919. C'est là que les Camerounais sont obligés de s'organiser pour aller à Genève, pour désigner des pétitionnaires, pour discuter les rapports qu'on va faire chaque année, pour dire je suis d'accord avec tel parti, je ne suis pas d'accord avec tel autre. Mais pourquoi sont-ils obligés d'être ensemble? Parce qu'ils vont parcourir le pays à pied et à vélo. Et ils vont collecter de l'argent et avoir le mandat du peuple. Ceux qui iront à Genève le feront sur la base du mandat qu'ils auront eu du peuple. Et quand ils reviennent de Genève... Ils iront même à Versailles. Oui, oui. Ils refont le même parcours pour donner maintenant les résultats de leur mission. Je crois que c'est très important de comprendre que c'est à ce moment-là que les connexions, que les liens, que les connivences vont s'établir entre Camerounais. C'est pour ça que le Cameroun n'est pas un pays aussi facile à gérer, parce qu'il y a toute une autre infrastructure. C'est un ensemble hétéroclite. Oui, Il y a une histoire. et les Camerounais se connaissent depuis ce temps-là. Moi, je mets donc à 100 ans le moment où nous avons mis pour nous mettre ensemble, pour nous connaître, pour Mais avoir là, on des est liens. aujourd'hui en train de se demander si on est mis ensemble. Moi, je Parce crois. qu'il y a quand même une partie du territoire, en tout cas une partie des militants qui veulent aller ailleurs, qui disent nous on ne veut plus être de ce pays, on crée notre État, l'Ambazonie, ce qui est quand même sérieux. Oui, mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? C'est ça la question. Ce Pourquoi n'est on en est pas arrivé nouveau. là? Ce n'est pas nouveau. Moi, depuis que je suis tout petit, j'entends parler de ça. Pourquoi ça a pris de l'ampleur? C'est justement parce que nous avons mis de côté l'idée qu'il faut prendre au sérieux les revendications qui sont faites depuis maintenant plus de 40 ans, non pas par les mêmes générations, mais c'est la troisième génération qui dit les mêmes choses. Et donc, si c'est la première génération, on peut dire, bon, ce sont des aigris. La deuxième génération, c'est-à-dire leurs enfants, ça veut donc dire qu'il y a un problème. Maintenant, c'est la troisième génération. Et je pense qu'il est temps, effectivement, mais ça a été reconnu, puisque toutes les lois que nous voyons maintenant signées par l'Assemblée nationale, qui auraient peut-être dû être faites signer il y a 23 ou 24 ans, moi je dis mieux vaut tard que jamais, mais il est temps qu'on prenne très au sérieux ces questions. Bien. Alors, la question politique, on va rester dans la question politique puisqu'on évoquera la question économique, la question sociale, la question culturelle. Mais dans la question politique, certains écrivent très clairement en disant est-ce que ce n'est pas la faute à l'alternance? On est quand même l'un des rares pays où, après 60 ans d'indépendance, il y a eu 2 chefs d'État seulement. Est-ce que ce n'est pas l'une des causes de ce désordre? La longévité des princes. Maître Emmanuel Lachaud. Le problème, ce n'est pas les Camerounais, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a la mainmise de la France dans la gestion du Cameroun.
Le premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, avait été choisi par la France. Après lui, il a choisi son successeur qui est aujourd'hui le plus vieux président du monde. Peut-être pas du monde, mais il y en a un peu. Plus vieux en exercice. Alors, il est là, tout ce qu'on dit, le peuple parle partout, on veut se réunir pour régler ce problème. C'est comme s'il n'entend rien. Parce que, écoutez ce que le peuple dit, va aller à l'encontre des intérêts de ce que lui il a présenté comme les gens dont il est le meilleur élève. Vous avez parlé tout à l'heure du grand dialogue. Mais rappelez-vous, quand notre président est allé à Paris, il a dit qu'il est venu rendre compte du grand dialogue au président français. Je n'ai pas écouté ça. Hein? Mais il a dit ça. Il a dit au Cameroun. Il a dit. Alors, si on tient un grand dialogue au Cameroun, c'est en France qu'on va rendre compte. Vous voulez comprendre quoi dedans? Ça veut dire que les ficelles sont tirées depuis la France. Alors, comment voulez-vous donc que les Camerounais s'asseyent pour régler leurs problèmes alors que c'est lui qui dicte le ton et est assis à Paris? Alors, moi, je pense qu'il est temps que les Français laissent le Cameroun se chercher. Nous sommes capables de nous asseoir et de trouver les bases de notre union. On n'a pas besoin que la France nous donne un dirigeant tout le temps. Après, pour appuyer un peu ce que vous dites, c'est connu que le président Biya, quand il sortait de l'école en 62, je crois, 62. il a été choisi aussi par les mêmes Français qui l'ont recommandé au président Ahidjo, tout en sachant que c'est la personne qui allait le succéder. Donc, en quelque sorte, les Français ont dirigé ce pays pendant 60 ans. Certains parlent de démocrature, c'est-à-dire une institution que derrière les institutions au fonctionnement a priori démocratique, la réalité de l'exercice du pouvoir est celle d'une dictature qui réprime avec force toute velléité de contestation politique ou sociale. C'est ainsi que Wikipédia, par exemple, définit le régime politique au Cameroun. Vous êtes professeur de sciences politiques. Est-ce que ça correspond au type de régime que l'on a ici? Bon, moi, je dirais que C'est une dictature. quand on analyse de manière superficielle, on a tendance à dire que c'est seule la faute des dirigeants. Ils ont une grande responsabilité, incontestablement. Mais je pense aussi que le peuple, et la qualité de la population, de la société civile, la qualité des systèmes éducatifs, tout cela doit être mis à contribution pour changer les choses. Moi, je ne pense pas que se plaindre de la démocrature ou de la je ne sais pas quoi, bon, ce sont des néologismes, hein, bon, c'est-à-dire avec un système autoritaire, en réalité, c'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Je pense que se plaindre de cela, 60 ans après, est anachronique. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous, qui ne sommes pas du système gouvernant direct, qu'est-ce que nous faisons pour que les choses s'améliorent? Est-ce que dans nos amphithéâtres, nous enseignons de manière à ce que nos étudiants puissent être en mesure de réfléchir, de solutionner leurs problèmes. Ne pas fabriquer que des diplômés, mais des voilà, intellectuels. d'être en mesure d'améliorer leur existant. C'est ça la question. Mais je pense que quand on pose ces questions-là, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de défaillances à notre niveau. Parce que c'est trop facile aussi. C'est trop facile aussi de dire. On va y arriver parce qu'on va parcourir ces différents points. J'ai envie que l'on prenne les choses point après point. Oui. On va partir déjà de la culture. On va partir du plus simple. On peut dire ce qu'on veut. La culture au Cameroun marche, non? On a eu du Roger Mila, du Samuel Eto'o, du Manu Dibango, du Yannick Noah, du Richard Bonon. On les croise un peu partout dans le monde. Quelques grands noms qui auront émergé pendant ces 60 dernières années. Mais des noms essentiellement dans le domaine culturel et sportif. Sauf que les Camerounais eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Oui, et puis ça, ça le n'a pas problème. été fait grâce à une politique qui cherchait, n'est-ce pas, à promouvoir ces secteurs. Eric Chindji. C'est des individus, c'est des... Malgré le gouvernement. Ah, c'est on peut... Il n'y a pas de théâtre national, il n'y a rien. Arrêtez quoi? Non, on ne peut pas. Oui, moi je pense, d'abord, je ne suis pas d'accord pour dire que oui, si ça ne marche pas, nous tous sommes tous responsables. C'est pas ce que j'ai dit. Ah C'est bon, pas ce que alors j'ai j'ai dit. pas bien Non, compris. j'ai dit Parce que la majorité de la responsabilité, c'est le système gouvernant. C'est ce que j'ai dit. Absolument. Mais pas seulement. Voilà ce que j'ai dit. Non, on est dans un pays où il n'y a pas il n'y a même pas un état de droit. On a eu la fameuse Assemblée nationale
qu'on a baptisé la session des libertés. Mais quelque temps après, on a fabriqué des lois liberticides totalement. Alors, on est dans la culture. Revenons à Oui, la culture. alors Arrêtez, dans la culture, c'est par hasard que le Ça émerge de tout tempérament des Camerounais a créé leur culture. Éric Tchindjé avait plutôt tendance à dire Oui. que c'est parce qu'il y a eu au départ une volonté réelle, un cadre approprié, un Lequel? projet qui a permis l'émergence d'un certain nombre de, on va dire, de grands noms de la culture camerounaise. Ah Et bon? qu'ensuite, les choses se sont un peu... Enfin, mais ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas eu de politique pour la promotion De de, la cette culture, culture. voilà. Le Cameroun, aujourd'hui, est connu pour avoir, n'est-ce pas, la meilleure cuisine en Afrique. Est-ce qu'il y a eu une politique de promotion de notre cuisine? Non. Rien. Est-ce que le Cameroun est même connu sur le plan africain? N'en parlons pas. À part un peu le dolé, mais pas grand-chose. Donc il y a ça. Côté musique, où le Cameroun était pratiquement en tête. Mais regarde, je peux vous donner l'année, en 87, quand on a décidé de casser le Makossa, de casser le Mangambo, de casser ceci et cela. Les différents rythmes Au lieu du de... Cameroun. Absolument. Au lieu, n'est-ce pas, de promouvoir l'ensemble des choses. Donc, ce manque de politique culturelle, là, enfin, je crois que... Mais ça pourtant, n'en dans le parle même pas. temps, Mais on c'est voit un élément émerger- de la dictature, hein, de ne pas laisser les littératures fleurir, ou de ne pas laisser la musique. Il y a un monsieur qui s'appelait le Massa, là, qui jouait... Henri Découé. Bon, un jour, il a Jean joué... Bikoko. Jean Jean Bikoko, Bikoko. Aladin. Il a dit en Bassa, bon, laissons tomber que le nordiste là soit là. Mais lui aussi, il y aura un temps pour lui. Mais on l'a mis d'abord, Fauchive l'a d'abord mis en prison. Qui était le patron, le grand Qui patron de était la police. le grand patron de la police. Donc, c'est malgré le carcan de l'État que cette culture s'est épanouie. Que dire du foot? Que dire du football? Non, puisque parlons on a eu d'abord le ballon de... Puisque restons un peu dans la culture. Rapidement. Regardez combien de salles de cinéma sont dans ce pays aujourd'hui par rapport à, il y a cela 10 ans. Il y en avait 7 à Il n'y en a plus, il y en a quasiment plus. Il y en avait 7 à Yaoundé. Yaoundé. Il n'y en a plus à Yaoundé aujourd'hui. Il y en avait 7, il y en a... Même le cinéma Même au avec Cameroun. le Fodic, Bon, qui n'a mais plus... moi, je pense quand même que dans une émission comme celle-ci, nous gagnerions aussi à invoquer, malgré les défauts qui ont été soulignés, et je pense qu'ils ne peuvent pas être contredits, hein, on peut quand même dire que, justement, et c'est pour ça que le fait que les autres ont percé, dans ce contexte, est justement héroïque. Quand on voit que Manu Dibango, en 72, en fait, qu'est-ce qui fait que Sol Makossa devienne le premier disque Titre d'or aux africain. États-Unis Oui. africains, c'est-à-dire et a vendu plus d'1 million. C'est le fait que le Cameroun ne s'est pas qualifié pour être champion d'Afrique. Il n'a pas remporté la Exactement, puisque c'était la phase B. Tout le monde a écouté la phase A, qui était l'hymne de la 8e Coupe d'Afrique des Nations en 72. Et si on avait gagné cette coupe, on s'en serait tenu à ça. Mais le fait qu'on a perdu, on a quand même écouté ce que lui-même a appelé un boostrou. Et ce boostrou correspond à quoi? En 72, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le bump, qui est une danse noire nouvelle américaine, danse, et qui correspond exactement au beat de Sol Makossa. Et c'est comme ça qu'il y a donc la jonction, par un fait vraiment de coïncidence, qui fait qu'on passe. Mais les retombées de Sol Makossa sont très importantes, parce que c'est la première fois qu'on accepte, en France par exemple, que les disques soient non seulement produits, mais vendus, les disques africains. Donc Sol Makossa va ouvrir le marché du disque africain en Europe. Donc, et sans parler de ce qui se passe aux États-Unis naturellement. Donc ça, c'est un des atouts. Donc c'est pour dire que ce que vous dites comme contexte est dur, mais le fait d'avoir percé malgré ce contexte est encore plus héroïque. Plus heureux. Absolument. Alors, le Cameroun séduisait aussi l'ensemble des nations subsahariennes par son modèle d'éducation, qui était un peu une référence. Beaucoup de nationalités venaient ici à l'école. Oui, au Cameroun. dans nos universités, Dans les nos universités grandes camerounaises. écoles, oui. On a vu émerger un peu partout dans le monde des cadres camerounais de qualité. C'était même ce que le Cameroun vendait le mieux. À la Banque mondiale, vous en avez un sacré nombre. On ne parlait que de là-bas. Absolument. Alors, est-ce que ça a duré? Comment expliquer que ça ait marché à ce moment-là et qu'aujourd'hui, on a l'impression que le système éducatif
est le plus mauvais, Jean-Emmanuel Pondy, vous qui êtes dans le domaine? Oui, je dirais d'abord que, paradoxalement, aujourd'hui, on a plus d'établissements qu'en 1960 ou 70. Mais le problème, à mon avis, c'est pas la quantité, mais quel est notre objectif final? Et quel est le type de citoyen que nous voulons former, créer ou façonner? C'est ça la question. Et il me semble que le monde d'aujourd'hui, étant plus complexe, demande une pugnacité plus grande. Et beaucoup dans nos secteurs, nous avons tendance à former des personnes qui attendent qu'on fasse des choses pour eux. C'est-à-dire que l'idée même de s'en sortir par nos propres génies est de moins en moins une réalité qu'elle ne l'était avant. C'est pour ça que je crois qu'il faut reformater notre manière de penser. On ne doit rien attendre de qui que ce soit. On doit d'abord tout attendre de nous. Mais ça veut donc dire que l'ingénierie, ça veut donc dire que la qualité, par exemple, quand on voit comment on appelle ça à Buea, là? Silicon Valley, non. Silicon Mountain. Silicon Mountain. C'est là qu'on doit investir. Parce qu'en fait, c'est là où se trouve la clé de nos problèmes. On ne doit plus aller vers la recherche des doctorats, PhD nécessairement, parce qu'en fait, il faut tout reformer. Ceux qui s'en sortent sont ceux qui ont des études techniques courtes aujourd'hui. Et qui créent leur entreprise. Voilà. Et quand on veut s'en sortir, il faut des gens qui sont capables de construire, de bâtir rapidement. Et non pas des penseurs à long terme, qui sont bien dans la réflexion théorique et abstraite. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça qui va nous faire changer le monde dans lequel nous vivons. Alors, au lendemain des indépendances, le Cameroun était présenté sur le plan économique comme un pays à très fort potentiel. Alors, ce potentiel a-t-il été transformé en richesse, Éric Tchidjé? Oui, certainement pas. Enfin, je n'ai pas envie de rester négatif sur ce point-là, mais il est clair que le Cameroun, dans les années 60, on voyait déjà un tissu industriel qui émergeait. Et puis, oui, c'est vrai qu'il y avait des industries par rapport aux autres pays. Absolument. Le Cameroun était celui qui présentait depuis, on est devenu, n'est-ce pas, un consommateur à outrance, même à des éléments, des choses les plus basiques. Des produits alimentaires. Oui, absolument. Donc, il y a eu une évolution négative, je crois, de l'économie camerounaise sur plusieurs plans. Il n'y a plus d'industrie, même cette croissance industrielle que nous voyons dans les années 60-70 n'existe plus. Le Cameroun est devenu un importateur, n'est-ce pas, de presque tous ces éléments basiques. Maître Hachu? Oui, je disais que le Cameroun est devenu un importateur professionnel puisque nous n'exportons presque rien. Lorsque le président Ahidjo était encore là, on avait Selucam pour le papier, on avait Socamé pour les engrais. Toutes ces sociétés ont été fermées. Maintenant, on importe même le maïs qui est utilisé pour brasser la bière. Alors, le riz, tout, on importe tout. Vous voulez qu'on ait une économie prospère, comment quand on n'exporte rien? Tout ce qui sort d'ici, c'est le bois, le pétrole, le cacao et en quelle quantité, le café. Il y a quoi encore? Banane, tout ça appartient aux Français. Les Camerounais, même, on n'exporte rien. Donc, on ne peut pas avoir une économie qui va satisfaire, n'est-ce pas, tout le monde. On est obligé d'acheter tout. Vous avez vu que même le riz local, dernièrement, Semri a déclaré qu'il y avait des hangars qui étaient pleins de riz non décortiqués, qu'on n'arrive même pas à travailler pour vendre. Le riz qui est à Akwaya, il n'y a pas de route pour aller là-bas. Le riz d'Endop, qui venait à Douala même, à cause de la guerre, ça ne vient plus. Alors, vous voulez donc qu'on soit prospère à partir de quel produit? Il faut repenser notre économie. Il y a la bois. Il est clair. On était un pays qui ne dépendait pas de l'aide internationale. Aujourd'hui, le Cameroun dépend entièrement presque de cette aide-là. Et c'est pour ça que le Cameroun est devenu un pays pauvre et très endetté. Ça doit pousser les Camerounais à réfléchir. Quand on a annoncé que le Ghana était devenu un pays, c'était il y a à peu près 10 ans, quand cette annonce a été faite, les gens étaient dans la rue. Les Ghanéens étaient tous dans la rue pour rejeter et refuser, n'est-ce pas, cette classification. Alors comment faire pour en sortir? Comment faire pour que les 60 prochaines années ne ressemblent pas aux 60 premières? J'ai envie de poser la question à Jean-Emmanuel Pondy. Bon, moi, je ne suis pas un économiste, mais je dis ce que je pense en tant que citoyen qui voit la situation. Je crois qu'il est aussi de notre devoir de faire des propositions. D'abord,
il me semble important de désenclaver le pays sur le plan infrastructurel. C'est très important, à commencer par les routes, parce que la production agricole existe bel et bien au Cameroun. Le problème, c'est qu'elle pourrit dans de nombreuses parties de notre pays. Si maintenant nous avons comme objectif d'avoir 1000 km de route par an, je pense qu'au bout d'un certain temps, nous allons pouvoir désenclaver et faire en sorte que toutes les parties du Cameroun puissent avoir de la nourriture. Parce que je crois qu'un pays qui n'a pas des gens qui mangent à leur faim ne peut pas parler de développement. Il faut d'abord commencer par là. Et deuxièmement, je crois aussi qu'il faut utiliser les nouvelles technologies pour faire en sorte que nous fassions un saut qualitatif et nous ne passions plus par des dédales d'avant. Et aujourd'hui, l'Afrique, qui a quand même 1,250 milliard de consommateurs potentiels, je pense qu'on peut faire en sorte... Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, moi je suis quand même pour que... Pour terminer. Oui, Alain dit qu'il ne faut pas qu'on voit le négatif. Pas que le négatif. Que le négatif. Ce qui nous a amené là, alors qu'il y avait déjà un début de tissu industriel. Quand vous allez dans la région, là où il y avait des zones industrielles, vous allez voir un cimetière d'entreprises. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas proposé. Est-ce que le gouvernement veut que les choses changent dans notre pays? Nous sommes tombés dans une misère effroyable. Et quand je dis que pour ce qui concerne l'école, si la diaspora camerounaise est aussi bien appréciée à partir de l'école chez nous pour être des grands là-bas, ça veut dire qu'il y a au moins un potentiel. Et donc je dis que si le pouvoir n'écoute personne et a créé des armées parallèles à l'armée nationale, pour qu'on puisse réprimer les populations qui vont essayer de proposer autre chose, ça veut dire que le pouvoir ne veut pas s'emparer des intelligences des Camerounais, et il y en a pour que les choses changent. Alors on va espérer que pour les 60 prochaines années, le pouvoir va s'occuper de tout ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire parler économie, avoir une stratégie pour que les 60 prochaines années ne ressemblent pas aux 60 précédentes. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission, puisque le temps n'est pas extensible. Nous vous donnons rendez-vous dans le spécial indépendance du Cameroun en avril pour l'indépendance du Sénégal. Ce sera la prochaine. Merci à vous de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute des programmes de France 24. À très vite.